tous et bienvenue pour ce petit préambule d'avant-épisode. Personnellement, je suis assez content de retrouver le podcast, même si peut-être que je vous dois quelques explications, parce que oui, ça fait bien 2 mois qu'on s'est absenté avec Guillaume. Alors pour nous justifier, en tout cas pour me justifier, c'est vrai que depuis janvier, on a un peu stoppé. Vous le savez déjà, en tout cas pour ceux qui suivent avec attention nos épisodes. On est tous les deux en médecine. Guillaume a passé le concours l'année dernière pour devenir interne de néphrologie, et cette année c'est à moi de passer le concours. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins de temps qu'auparavant. Là c'est un peu short, c'est même compliqué. J'étais beaucoup en fait dans mes cours et malheureusement j'ai dû délaisser le podcast et le mettre au second plan. Là ça va un peu mieux. J'ai un peu plus de temps, je suis mieux organisé, j'ai respecté mes deadlines, donc ça va. Je peux retourner sur le podcast, mais c'est vrai que durant ces 2 derniers mois, ça allait être compliqué d'allier mes révisions avec le travail que demande le podcast, quoi. Mais bon, en tout cas là ça s'améliore, donc je sors de nouveaux épisodes. J'en suis assez content, et puis j'espère que là il y aura plus de pause, en tout cas. Je l'espère. Maintenant je sors plus de promesses, je dis plus j'en suis sûr, comment ça va se passer. Non, c'est vraiment je pense que cela va se passer comme ça, et puis si mes prédictions sont correctes, j'en serai joie. Alors ça c'était la première raison, mais il y a aussi une toute autre raison, c'est parce que en fait, et là c'est un peu de ma faute, sur les épisodes qu'on a enregistrés, donc le chapitre 16 que vous allez écouter, le 17 et le 18, je les ai enregistrés, en tout cas on les a enregistrés avec Guillaume en même temps, sauf que comme un con, j'ai mal placé mon micro, et en fait ça s'entend. Le son est moins bon que d'habitude, moins clair. Et ça m'avait un peu blasé au moment du montage, parce que 3 épisodes d'un coup, le son était c'est toujours audible, hein, mais le son est moins de qualité que habituellement. Donc vous sortir ces épisodes, ça m'avait un peu mis dans le doute, et j'étais pas sûr que je voulais les sortir comme ça, mais sincèrement en fait on s'est concerté avec Guillaume, et c'est vrai que refaire 3 épisodes, encore ça aurait été qu'un seul, bon j'aurais dit ok, mais là 3 d'un coup, non. Donc sur les prochains chapitres, le 16, 17 et 18, le son est moins bon. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent écouter le podcast en voiture, mais là je vous enjoins quand même à écouter les 3 prochains chapitres avec des écouteurs, un casque, en tout cas tranquillement, parce que sinon... Alors le son de Guillaume est très correct, il est comme d'habitude, quoi, mais c'est le mien, on sent que, je sais pas, il est moins profond, il y a quelques grésillements, donc pas ouf, quoi. Mais voilà, là j'en suis désolé, on va pas les retourner ces épisodes, on va les laisser tels quels. Comme je vous l'ai dit, ils sont quand même assez audibles, hein, si on les écoute avec un casque ou des écouteurs, mais je me suis assez excusé comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, et si vous voulez vraiment pas les écouter avec un son comme celui-ci, eh bien je vous retrouverai au chapitre 19. Quelques points positifs quand même. C'est vrai que le dernier chapitre qu'on a tourné, donc le chapitre 15, un chapitre de Tyrion, je sais plus combien, celui qu'on a tourné avec Charlotte a été vraiment bien reçu. Donc là j'en suis vraiment très content. On a eu beaucoup de retours positifs, donc Charlotte, quand tu écouteras cet épisode, sache que notre travail commun a été très publicité. Vraiment, ça m'a fait plaisir de lire de tels messages. Donc merci à ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont apprécié, et ceux qui l'ont encouragé, en tout cas ce nouveau format. Et puis on a des vrais bons chiffres d'écoute sur cet épisode, je m'attendais pas, mais après vous me direz que ça fait 2 mois que c'est le dernier épisode qui est sorti, donc les gens qui découvrent le podcast le découvrent peut-être par celui-ci ou par le chapitre 1, mais en tout cas avoir de tels chiffres sur cet épisode, ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci encore Charlotte. Par rapport à ça, alors
je m'excuse par rapport à une auditrice en public. Donc Alice, pour vous expliquer, Alice est une auditrice avec qui j'ai tourné pareil un format du coin des lecteurs, mais que j'ai tourné il y a assez longtemps. Je crois que c'était en octobre-novembre. Donc Alice, je suis désolé, il est pas encore sorti. Il est dans la boîte, mais c'est juste qu'avec tous ces problèmes que je viens d'expliquer précédemment, c'est vrai que je me suis pas mis dans le mood de le sortir, mais t'inquiète pas, il est dans la boîte, il est finalisé, il est tourné, il faut juste que je finalise quelques trucs, et puis je le sortirai entre les prochains épisodes, mais voilà, ne t'inquiète pas, Alice, il va sortir, donc pardon pour tout ce temps d'attente. Et puis oui, donc du coup on aura de nouveaux épisodes du coin des lecteurs avec de nouveaux auditeurs du podcast, et donc pour les auditeurs qui souhaitent participer à cette aventure, qui souhaitent rentrer dans le podcast ou en tout cas découvrir l'envers du décor, pas de souci, vous pouvez juste nous envoyer un message et puis on s'organise ça. Mais c'est vrai que moi c'est un format que j'apprécie beaucoup et que je vois par rapport au retour et par rapport aux chiffres d'écoute, etc., que les gens aussi a l'air de l'apprécier. Mais voilà, après tout ça, ne pensez pas que le podcast a disparu, qu'on n'est plus impliqué sur celui-ci, absolument pas. Si vous saviez quand on aime le trône de fer avec Guillaume, on adore ça, mais c'est juste que certaines fois il y a des priorités dans la vie, hein. Je pense que vous le comprenez. Mais vraiment le trône de fer, c'est quelque chose qui, depuis qu'on l'a sorti, hein, on l'a commencé il y a pratiquement 3 ans maintenant le podcast. C'est quelque chose qui berce nos jours et nos nuits, à laquelle je pense continuellement. Et voilà, j'adore vraiment le trône de fer, le podcast ne s'arrêtera pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que quelquefois, forcément, on est obligé d'avoir quelques pauses. Alors j'espère ne plus avoir à faire de préambule comme celui-ci, en tout cas pour pour les prochains épisodes pendant un moment. Le plan de ce que moi j'ai dans la tête, mais comme je dis, c'est qu'un plan et je fais plus de promesses, mais ça serait vraiment, je pense qu'on pourra finir avec Guillaume A Clash of Kings d'ici 7, 8, 9 mois, donc on va dire entre... je dirais août-septembre 2023. C'est vraiment là comme ça, je pense que c'est possible, mais voilà, je vous promets rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le cogite dans ma tête. Voilà, j'en ai beaucoup dit pour cet épisode, surtout je crois qu'il est assez long en plus, chapitre de Bran, donc je vous laisse tranquille. Et puis merci de nous avoir attendus, en tout cas ceux qui retournent sur le podcast, merci d'avoir été si conciliant avec nous pour ces 2 mois d'absence. Allez, on commence. Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 16, soit le 2e chapitre de Bran, toujours en compagnie de ma Nissa. Oh mon dieu. Je sais pas si c'est moi, mais je crains que ce soit le cas. Je crois que c'est bien moi. Salut à tous. Bonjour, toi à qui j'ai enfoncé une épée en flamme dans le cœur. À l'aide. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve... Alors, petite actualité dans l'univers du Trône de Fer. C'est assez drôle, il y a Martin qui vient de faire une sortie, encore et toujours pour dire qu'il n'a pas encore sorti The Winds of Winter. Mais sur son blog. Non, mais là, c'était sur une interview. Et il disait que... là, il a écrit genre 1100, 1200 pages et qu'il lui restait environ 400, 500 pages à écrire pour finir le bouquin. Oh, putain. Ce qui fait que, en fait, on est très très loin d'avoir fini. Le poteau, il est très loin d'avoir fini son tome. En fait, ça me fait bien rire parce que quand on a commencé le podcast en 2020, on s'était dit, faut... 2020, ça faisait quoi? Ça faisait 9 ans que Dance with Dragon était sorti, donc le dernier, le tome 5. On s'était dit, peut-être qu'il faudrait aller vite sur la cadence, au cas où il risque de le sortir. Mais en fait, là, avec cette interview, je me rends compte qu'il est très loin de sortir son bouquin.
Et ça me tue. Il lui reste 500 pages à écrire, c'est mort. Il va les sortir dans 3-4 ans minimum. Oh là 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 là. Putain. Donc non, là on a le temps en fait. Là, non, qui prenne son temps, mais juste il est loin. Et puis putain, c'est-à-dire, alors je sais pas si ça va être le manuscrit peut-être, donc sans la relecture avec son éditeur, mais déjà ça va faire quoi 1700, 1800 pages de manuscrit, c'est dingue. Putain, vu le délai, j'espère que quand même il y a quand même de la relecture pendant l'écriture, quoi. Parce que ça. Mais ouais non. Après je suis content parce que ça veut dire qu'il se rend compte que The Winds of Winter ça demande à être un énorme tome vu tout ce qui reste encore à compter et je sais pas voilà quoi comment dire à extraire pour que la fin soit cohérente. Ça j'en suis content mais putain on en est loin encore quoi. Enfin bref, nous on se retrouve pour un chapitre de Bran. Donc juste avant de commencer, toi tu me disais que tu l'avais trouvé fat, c'est ça? Ouais, il y a quand même beaucoup d'informations sur un petit peu la géopolitique nordienne. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour résumer, voilà, sans trop en dévoiler et sans trop rentrer dans les détails, rester un peu synthétique. Donc voilà. Ok. Donc bon, je vais tout de suite enchaîner du coup avec le résumé. Donc dans ce chapitre, on va retrouver Bran, donc qui siège en tant que représentant de la famille Stark en l'absence de Robb à Winterfell, et il va devoir assister aux différentes requêtes des différents bannerets des Stark, notamment Lord Manderly au sujet de Blancport et Lady Corbois, qui est une dame en fait dont le récent veuvage, son mari qui vient de mourir à la Verfurque, le fait qu'elle soit veuve va poser des problèmes, des problèmes et des conflits territoriaux et attise convoitise des différentes maisons nordiennes. Bran, on voit aussi qu'il va devoir supporter le regard qui lui est porté vis-à-vis de son infirmité, en particulier de Petit Walder et Grand Walder, on en reparlera. Et j'avance un petit peu plus dans le chapitre. Bran entend la rumeur circuler sur la relation incestueuse de Jaime et Cersei et va être pris d'un sentiment de mal-être, accompagné d'un rêve qui va le rapprocher de plus en plus de la vérité. Merci Guillaume pour te résumer ça. Il était assez succinct, mais le chapitre en lui-même, moi, il y a plein de choses à dire en vérité. T'as raison. Mais étrangement, c'est un des chapitres de Bran qui m'a le plus plu. Depuis son ultime chapitre du dernier tome, tu sais, où Maître Lewin il comptait justement l'histoire des enfants de la forêt, etc. Mm-hmm. Ce chapitre, en tout cas, je l'ai apprécié. Pour un chapitre de Bran, je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il était mieux, je trouve, que son premier chapitre du deuxième tome, où on se concentrait pas juste sur lui et sur son mal-être et sur son désespoir d'être infirme. Mais bizarrement, tu vois, il y a des chapitres par rapport à certains personnages qu'on trouve bien meilleurs quand ils se concentrent justement pas sur ce personnage. Typiquement, moi, il y a des chapitres de Jon que j'adorais parce que ça se concentrait absolument pas sur Jon, quoi. Donc le chapitre débute lors de la fête des moissons de Winterfell, qui avait attiré plusieurs hôtes au sein de la forteresse ancestrale des Stark. Bran se désolait toujours d'être infirme, d'être brisé, tandis que les Walder joutaient avec les écuyers de Lord Manderly. Alors avant de continuer ce chapitre, petit rappel sur qui sont les Walder. Guillaume, tu te rappelles, hein, ce sont deux garçons que Catelyn Tully avait dû prendre comme pupille lors de l'alliance scellée entre les Frey et les Stark pour le passage de la forteresse des jumeaux au cours du tome 1. Petit Walder et Grand Walder étaient tous deux âgés de 8 ans et nommés ainsi Walder pour complaire à leur grand-père Lord Walder Frey, le seigneur des jumeaux. Mais on peut les différencier autrement que par leur nom. Alors, là, c'est vraiment... je sais plus si c'est au niveau des appendices ou du texte que je l'avais pris, mais je sais que c'était dans mes notes, donc je le reprends. Petit Walder, c'est le fils de Meret Frey. Et Meret Frey, c'est le 9e fils de Lord Walder Frey, et son 4e fils par sa 3e épouse, Lady Amara Craighall. Je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus clair. Grand Walder, lui, c'est le fils de Jamos Frey, et Jamos Frey, c'est le 13e fils de Walder Frey,
et son second par sa quatrième épouse, Lady Alyssa Nerbosk. Donc, en regardant la ligne de succession, on comprend que Petit Walder, il est mieux placé que Grand Walder dans la ligne de succession, mais Grand Walder, il a 52 jours de plus que Petit Walder, d'où le fait qu'on les appelle Petit Walder et Grand Walder. Ce sont donc des cousins. En tout cas, Bran ne les aimait guère, les détestait même, nous avait-il dit dans son premier chapitre du tome 2. Donc Guillaume, toi t'en penses quoi de Petit Walder et Grand Walder? Parce que c'est vrai que, bon, pour l'instant, c'est des personnages inédits qui apparaissent absolument pas dans la série, quoi. Ouais, non, je les avais jamais rencontrés. Je sais pas, j'ai du mal à me projeter sur l'importance qu'ils vont avoir dans l'histoire. J'imagine, je pense que je surprends personne en disant que quand même Walder Frey, ça a pas l'air d'être Walder le tardif, comme on dit, ça a pas l'air d'être le gars le plus fiable de la Terre et qui va poser des problèmes, en tout cas dans le Nord et au Stark en particulier. J'imagine qu'ils vont pouvoir peut-être servir de levier plus tard, de levier un peu pour des échanges de prisonniers ou de rançons, je sais pas trop. En ce qui concerne les personnages en eux-mêmes, je sais pas si vraiment ils vont être développés davantage sur leur personnalité ou des choses comme ça. À première vue, je crois que c'est Petit Walder de mémoire qui a l'air d'avoir un caractère un peu plus subtil que Grand Walder, ou je sais plus, c'est l'inverse. Je t'avoue là, les frais, c'est une dinguerie. Hein. Ça va être compliqué. Il y en a un, c'est un gros con, il répond à Maître Halloween, mais je sais plus. Je suis grave mort parce que justement, tu sais, on les différencie pas, Petit Walder et Grand Walder, justement pour qu'ils soient confondus. C'est justement toi qui dis ouais, Petit ou Grand Walder, ouais, je sais plus, mais genre ça, en fait, ça a totalement marché, quoi. Genre il y a quand même à la lecture, il y a quand même ce truc où on n'arrive pas trop à les différencier. Bah, c'est vrai que tu confonds facilement. Je sais que Petit Walder est plus âgé que Grand Walder, ça j'ai compris qu'il y avait une inversion. Que Petit Walder était... Non, c'est Grand Walder qui est plus âgé que Petit Walder. Alors que c'est le 13e. En fait, Grand Walder, il est plus âgé, mais comme Petit Walder, il est plus rapproché au niveau de la ligne de succession, parce que c'est le fils du 9e fils de Walder Frey, tu vois. En fait, on l'appelle Grand Walder parce qu'il est plus grand, parce qu'il est vraiment, genre, il est plus âgé. Mais c'est bon, j'ai compris, c'est un bordel. C'est bon, j'ai compris. C'est quel bordel, quoi. Oh, le bordel, c'est bon. Mais... d'accord. Ouais, donc pour l'instant, tu sais pas trop quoi penser d'eux et de leur évolution, quoi. Ouais, non, je sais pas quoi penser d'eux. Mais c'est vrai que avant de plonger plus dans le chapitre, hein, c'est vrai que là, bon, de plus en plus, on s'éloigne de la série, ça c'est sûr. Mais là, on sent vraiment une différence entre guillemets de vraie profondeur entre les bouquins et la série. C'est-à-dire que quand on regarde les scènes ou les passages dans la série avec Bran au début du tome, enfin de la saison 2 plutôt. Bon, ok, Bran, il est entouré de Maître Luwin et à la limite de Roderick Cassel, mais point, quoi. Y a pas de... Enfin, je veux dire, on va traiter son arc narratif, mais les personnages qui gravitent autour de lui sont pratiquement inexistants. Alors que là, enfin, depuis le tome 2, on sent vraiment qu'il y a, voilà, quoi, Bran, il y a un environnement autour de lui. Mm. De plus, si Petit Walder et Grand Walder joutaient avec les écuyers de Lord Manderly, c'est que justement ce Lord Manderly était aussi présent, ce qui sera confirmé un peu plus loin dans le chapitre. Alors, on avait déjà quelque peu parlé de Lord Manderly, de son prénom Wyman, dans le tome 1. On sait, de par les appendices, qu'il est le seigneur de Blancport, ville portuaire située un peu plus au nord du Neck, si l'on regarde la carte. Guillaume, je sais pas si tu te souviens, mais Catelyn, elle y était d'ailleurs passée pour rejoindre le Neck lorsqu'elle quitta le Voldarin dans le tome 1. Si, ça me dit quelque chose. Et du coup, on avait aussi parlé de Lord Wyman Manderly à plusieurs reprises, qu'on avait répété, Guillaume, dans le podcast. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Ouais, en tout cas, moi, quand je pense à Blancport, je pense à Eddard dans le premier tome. Alors, je sais plus exactement à quel moment précis, mais quand il a senti que la situation commençait à s'envenimer à Port-Réal,
et qu'il a senti une guerre venir, il a demandé à renforcer Maud Cailin d'un côté et Blancport de l'autre. C'est ça. C'était au moment où Yoren était venu le rejoindre dans ses appartements. Il lui avait appris que Catelyn avait fait capturer Tyrion, qu'il a demandé à renforcer ses 2 points stratégiques du nord. Catelyn avait quitté Blancport et avait rejoint Maud Cailin au niveau du Neck, accompagné des 2 fils de Wyman Manderly, Sir Willis et Sir Wendell. Lord Wyman était resté en arrière à cause de son âge et surtout de sa corpulence. Donc oui, Lord Wyman, il doit être vachement gros le gaillard. Et d'ailleurs, on apprend justement au cours du chapitre qu'il arrivait d'abord par péniche, puis par litière de Blancport à Winterfell. Donc on a dû le porter tout le chemin durant, quoi. Plus tard, dans le tome 1, on avait appris dans un des chapitres de Tyrion que le fils aîné et héritier de Lord Wyman, Sir Willis Manderly, avait été capturé et fait prisonnier lors de la bataille de la Verfurque. Depuis, on n'avait plus de nouvelles de lui. Quand j'y pense, c'est vraiment un chapitre où tu dis ça introduit, et plus qu'introduit même, ça explore quand même, justement, t'as dit la politique nordienne, mais ça explore bien les bannerets nordiens, quoi. C'est vrai que dans la série, on a, à part, je dirais, le Lard John et peut-être les Karstark, on n'a pas du tout comment dire, de point de vue sur qui sont les bannerets nordiens. Pour en revenir au chapitre, Bran était donc obligé de s'initier à l'exercice de la souveraineté, comme le disait le maître Lewin, et d'écouter les doléances de ces différents bannerets, comme il était le Stark le plus gradé, si je puis dire, au sein de Winterfell. Sir Roderick Cassel disait cependant à Bran que ce n'était pas de simples doléances qu'était venu soumettre Lord Wyman Manderly, qu'on ne faisait pas autant de chemin pour des affaires sans importance. Parce que oui, si on regarde la carte, Blancport est assez éloigné de Winterfell, la ville se trouve vraiment à la limite du Neck. Et bon, le Neck, pour rappel, c'est la région marécageuse qui sépare le nord et le sud. Mais et du coup, j'ai écrit dans mes notes que quand on y pense, quand même, c'est une dinguerie de devoir faire tout ce chemin pour s'adresser à un gamin de 7 ans, quoi. Comme Rob est pas là, en fait, tes doléances, tu vas les adresser à Bran, mais tu fais vraiment, genre, je sais pas, à 300 bornes, tu vas t'adresser à un gosse, quoi. Il y a quand même quelque chose d'assez insultant derrière. Ouais, putain, ça doit être plusieurs jours de voyage, là. Ouais, de ouf, tu vas lui présenter des affaires sérieuses, ça se trouve, ton peuple, il est en danger. On va te dire, vas-y, présente-la à ton seigneur, ouais, tu vois un marmot, il arrive, genre, il sait même pas marcher, il est tétraplégique. On dit, c'est lui qui va décider de l'avenir de ta région. Vas-y, présente tes affaires maintenant. Ouais, la galère. Même si bon, de ce qu'on comprend, Bran n'a pas à donner son avis sur rien et doit laisser parler le maître Lewin ou Roderick Cassel. Mais bon, quand même. Pour commencer, Bran devait se préparer à les recevoir et on comprend, même si je crois qu'on le savait déjà, que Hodor, le garçon d'écurie simple d'esprit, et par ailleurs, on l'oublie souvent, mais l'arrière-petit-fils de vieille Nan, était devenu les jambes et bras, enfin plutôt juste les jambes en fait de Bran, et que c'est devenu son aide pour la vie quotidienne. D'ailleurs, Bran n'est pas tétraplégique, mais il est paraplégique. Et on comprend pourquoi Bran détestait les Walder, car en sortant avant Hodor, ceux-ci n'arrêtaient pas de se moquer de lui et de sa nouvelle monture, entre guillemets. Donc on sent que les Walder sont méchants et mesquins. Encore plus, tu l'as dit Guillaume tout à l'heure, petit Walder que grand Walder, de ce qu'on comprend du chapitre et de la dispute entre Bran et eux. Donc on sent que Petit Walder c'est vraiment le gars vicieux quoi entre les deux. C'est parce que Grand Walder en fait il s'excuse, alors que Petit Walder ça se voit qu'il cherche à humilier Bran en fait et qu'il a aucun remords. Ouais, non mais c'est sûr qu'il est. Tu sens le gosse difficile qui arrogant, qui a personne pour le corriger. Non c'est pas. Il a mauvais caractère lui, celui-là. Heureusement que le maître Lewin entendit tout cela et Morigena Petit ou Grand Walder comme il le fallait. De toute façon, Bran devait venir avec lui. Lord Wyman Manderly l'attendait pour son audience. Et j'adore Lord Wyman Manderly. Je sais pas pour toi Guillaume, mais moi personnellement, je l'adore. Tu sais la façon dont Bran s'excuse d'arriver en retard et que Wyman lui répond un prince n'est jamais en retard, voyons.
Ceux qui le précèdent sont simplement à l'avance. Voilà tout. Ça sent trop que c'est un bon gars, en fait. Ouais, c'est le giga bon vivant, bon caractère. Ouais, mais quand il parlait de Lady Corbois, j'ai un gars et c'est plus qu'un gars, c'est un gaillard. C'est un gaillard. C'est un gaillard. Il va lui redonner le sourire à la vieille. Tu vois, genre. En fait, ça me fait un peu penser par côté à Robert, tu sais, comme t'as dit, le côté vraiment bon vivant, le côté mangeur, le côté, tu vois. C'est ça que, tu sais, il rit. Après, Robert, j'ai du mal à le voir comme ça, parce que moi, je le vois comme un mec brisé. Puis il a une façade. Robert, c'est un mec brisé en vrai. Donc, mais oui, je pense que Robert à son prime, il était comme ça. Ouais. Non, mais ça sent que les deux, ils se seraient bien entendus, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Lord Wyman venait tout d'abord pour des questions d'argent, changer les douaniers de Blancport, indiquer son fief comme étant le lieu idéal pour frapper la nouvelle monnaie du Nord, vanter les fortifications qu'il avait effectuées sur ordre de feu Lord Eddard Stark, en indiquant bien sûr à chaque fois le prix que cela lui avait coûté. C'est vrai que quand on y pense, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que rendre le Nord indépendant, c'est pas, enfin, tu dis pas juste le Nord est indépendant, point, quoi. Il faut une nouvelle monnaie, des nouvelles frontières, etc. Ça se fait pas genre en deux, quoi. Ouais, non, mais le coup de la monnaie, ça m'a fait. Ah, je me suis dit, ah merde. C'est genre en mode. Genre, ah oui, j'ai pas pensé. Il faut réfléchir à des trucs, c'est pas genre. Bah, tu vois qu'on est dans un univers vraiment qui semble, en tout cas, qui semble réaliste, quoi. C'est pas juste le Nord est indépendant et puis basta. En plus, qui dit nation dit relations internationales. Tu dis, ah ouais, là, ça va. Genre, les échanges, les trucs, les ressources, ça va être un bordel. Lord Wyman Manderly demandait par ailleurs la permission, si on lui fournissait l'or, de reconstruire une force maritime pour le Nord. En effet, celle-ci n'existait plus depuis qu'un certain Brandon l'incendiaire avait brûlé tous les bateaux de son père. Cette idée plut énormément à Bran, mais Roderick Cassel répondit simplement qu'il allait transmettre tout cela à Robb. Donc aucun contexte sur le fait que un certain Brandon l'incendiaire a brûlé tous les bateaux de la force maritime du Nord, quoi. Mais on se demande un peu pourquoi. Hein. Ça, je veux dire, tu brûles pas tous les bateaux comme ça, à moins que... Ouais. Déjà, je suis en mode Brandon who? Genre, pour moi, Brandon, c'est un peu un nom Stark, quoi. Tu sais, Brandon Stark, ça me... C'est vrai que quand on y pense à l'étymologie des noms, il y a vraiment un truc où c'est pas juste... oui, comme t'as dit, Brandon, pour l'instant, c'est rattaché au Stark, parce que t'as Bran et t'avais Brandon, le grand frère de Ned, mais tu sens qu'il y a quelque chose d'assez géographique, et que c'est pas juste rattaché au Stark, mais typiquement, c'est comme Jon, qui se rattache à la fois, bon, pour Jon Snow et pour l'anciennement du roi, Jon Arryn, qui venait des Arriers, quoi. Il y a un truc où, mais on sent que par rapport au fait que tu sois, bon, ça c'est aussi parce que je sais, mais que tu viennes, que tu sois des Andals, des premiers hommes, etc., il y a une différence des noms qu'on peut t'attribuer. Voire même des Targaryens et de Valériens. Hein. Oui. Clairement, les maisons d'origine valérienne ont des noms particuliers. Et je pense que, je sais pas, pour Dorne, j'ai pas trop de noms à citer, mais on verra. Le sujet de la cousine de Lord Manderly, Lady Corbois, vient ensuite sur la table. En effet, cette famille, la famille Corbois, connut un destin tragique lors du premier tome de la saga. Les Corbois sont une maison noble du Nord, résidant à Corbois. Lord Alice Corbois et son fils Darwin Corbois vinrent rejoindre l'host des Stark à Winterfell avant d'aller défier les Lannister. Cependant, Lord Harris Corbois décéda durant la bataille de la Verfurque et son fils Darwin Corbois fut tué des mains de Jaime Lannister lors de la bataille du Bois au Murmure, ce qui laissa Lady Donella Corbois veuve de son mari et en deuil de son fils. Il ne reste alors plus d'héritier à la famille Corbois. Donc tragique, hein. Enfin, je veux dire là, ils ont perdu le seigneur et héritier en peu de temps. Et voilà, la femme, elle est en deuil, quoi. Ouais, c'est sûr que enfin, je crois que il y a dans un vieil épisode, on avait parlé de la Verfurque et tout, et on se demandait si ça allait pas, enfin si on n'allait pas avoir des maisons qui allaient se retrouver sans héritier, quoi. Je crois on avait soumis l'idée déjà. Et bon, ce qui devait arriver arriva. C'est tombé sur les Corbois, quoi. C'était déjà arrivé aussi
par exemple, comme ça, la famille déjà, enfin la famille, comment elle s'appelle, celle qui règne sur Harrenhal, la famille Went, avec Lady Sheila Went, qui a tout simplement disparu du fait que Harrenhal a été prise par les Lannister et en fait il reste plus d'héritier quoi, à la famille Went de ce qu'on sait. Mais c'était aussi arrivé à la famille Darry, famille qui vient du Conflans, je crois, et pour qui le dernier héritier Darry est mort très jeune en fait. Je sais plus suite à quel événement, peut-être à une attaque de Grigor Clegane ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la famille Darry, c'est une famille éteinte maintenant. Ok, ça, l'info m'était sortie de l'esprit. Mais donc la famille Corbois aussi. Ainsi, Lord de Manderly souhaitait prendre Lady Donnella Corbois comme femme, oubliant son fils puiné, Sir Wendell, qui se trouve actuellement auprès de Lady Catelyn dans le sud, pardon. Et donc je sais pas si t'as interpellé du coup Guillaume le fait que Wendell il se trouve avec Catelyn dans le sud. Est-ce que tu sais pourquoi du coup, tu te rappelles pourquoi? Non, je me souviens plus. Alors du coup parce que dans le dernier chapitre de Catelyn, elle avait comment dire, elle avait discuté avec son frère, comment il s'appelle encore le frère de Catelyn, celui qui gardait à l'ancienne Edmure ou le Silure? Non, parce que celui qui le Silure, pardon, c'est son oncle. Son oncle, pardon. Donc dans le dernier chapitre de Catelyn, elle discutait avec Brynden Tully et en fait en conclusion de ce chapitre, elle disait que elle allait rejoindre le nouveau roi Renly pour discuter avec lui, pour effectuer des pourparlers. Ah voilà, ça me revient. Voilà. Et elle disait même en fin de chapitre qu'est-ce qu'il voudra, et Catelyn elle disait il voudra ce que tout roi veut, hommage. Donc c'est pour ça, en tout cas de ce qu'on comprend, qu'elle s'est rendue au sud et qu'elle a dû être accompagnée par Sir Wendell Manderly. Ok. Et donc on comprend que Lady Donnella Corbois, il veut l'épouser non pas parce que c'est juste sa cousine et qu'il apprécie son physique, mais aussi pour reprendre les terres Corbois à son compte. Et donc c'est un peu ce que tu as dit Guillaume dans ton résumé, c'est que Lady Donnella étant veuve et sans héritier, en fait les terres Corbois sont maintenant sujettes à conflit. Au sujet du fils aîné de Lord Wyman, Sir Willis, le sujet est aussi abordé. Sir Willis Manderly est actuellement prisonnier à Harrenhal suite à sa capture lors de la bataille de la Verfurque, et Tywin a même écrit à Lord Wyman Manderly pour lui proposer de lui rendre son fils, sans rançon, si Lord Wyman promettait de retirer ses troupes et de ne plus participer à la guerre. Refus d'emblée de la part de Lord Wyman, même s'il ne lui plaît pas que son fils reste prisonnier, d'autant plus à Harrenhal qui est selon lui un endroit très lugubre. On voyait bien ce qui est arrivé récemment à Janos Slint. Ouais, donc du coup là, l'info pour Janos Slint c'est officialisé. Il est parti, tout le monde le sait, il est au mur là. Ouais, là même si même Wyman Manderly le sait, c'est vraiment que comme tu dis, l'info a fait le tour et que enfin voilà quoi, c'est tamponné, c'est officialisé, il rejoint le mur. Mais comment lui il a réussi à rejoindre le mur et Arya est encore dans la sauce dans le conflant. Non, je pense pas qu'il soit encore au mur, mais je pense que l'info qui s'est fait virer du commandant des gardes royales et de son poste de seigneur d'Harrenhal, c'est ça qui a fait le tour, tu vois. Ouais. En tout cas, s'il est déjà au mur, c'est une dinguerie. Hein. il a pris Bah, en même temps, tu me diras, lui, il peut passer par la route royale, contrairement à justement Arya et le groupe de Yoren, qui eux ont choisi justement de passer par les petits chemins pour éviter la route royale. Bon, mais je pense pas qu'il soit déjà arrivé au mur. Hein. De toute façon, je le saurais même pas vu que en ce moment il y a personne au mur. Il reste que le Maestre Raven vu qu'ils sont tous partis en expédition au-delà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que du coup on voit bien que la réputation de Harrenhal c'est quelque chose d'assez commun au sein des Sept Couronnes, que ce soit un endroit assez lugubre, etc. Ça on savait déjà de Arya et de, je sais plus, je crois aussi de Catelyn, mais en fait c'est quelque chose d'assez commun en fait de savoir ça. Et le soir même, c'est cette Lady Donnella Corbois qui arriva à Winterfell. Elle semblait fatiguée, et n'était accompagnée que de peu d'hommes, qui semblaient las eux aussi. Bran sentit que la guerre et les deuils avaient eu beaucoup d'effet sur elle, aussi attendit-il le lendemain pour discuter de leurs affaires. D'abord, de la quantité de réserves à mettre de côté, maintenant que les maîtres de la citadelle avaient proclamé qu'on était entré en automne. Tu sais, Guillaume, ils avaient envoyé même le corbeau blanc là,
On l'avait vu dans le prélude de Clash of Kings. C'était la fille de Stannis, Shoren, qui s'était émerveillée devant ce corbeau blanc que les maîtres de la citadelle avaient envoyé pour indiquer le changement de saison. Ouais, annoncer l'hiver, exact. L'automne. L'automne. L'automne, non? Là, on annonce l'automne. Là. Ouais. Mais surtout, d'un sujet un peu plus inquiétant, le bâtard de Lord Roose Bolton. Avant de continuer cet épisode, j'aimerais remettre en contexte la maison de Bolton. Alors, Roose Bolton, c'est un des principaux seigneurs bannerets des Stark, son fief se nommant Fort Terreur. Donc voilà, le contexte est clairement posé. On se trouve pas au jardin. Ouais, pas, voilà non, quoi, là il y a pas des jolies filles en fleurs qui s'y baignent, hein, c'est pas le sud. Ouais, c'est pas ville vieille, c'est pas le même délire. En regardant la carte, on remarque que la demeure se situe bien à l'est de Winterfell, un peu plus près que Blancport en termes de distance, mais bon, ce n'est quand même pas la porte d'à côté. On avait rencontré Roose Bolton lors du premier tome de la saga, quand il était venu rejoindre Lost Stark à Winterfell. Bran l'avait d'ailleurs vu et jurait qu'il le terrifiait. Bran se souvenait tout autant des histoires de vieilles nanes où on suspendait des cadavres au sein de Fort Terreur. Et on rappelle en passant que l'emblème des Bolton est un homme écorché. Donc le lieu, les noms, le blason, tout y est quoi. Il y a un thème. Il y a un peu, ouais. Il y a un thème qui se dessine un petit peu, ouais. Robb ne l'aimait pas lui non plus, ni son regard. D'ailleurs, la première fois qu'on avait entendu parler de Roose Bolton, c'était lors d'une réunion d'un conseil restreint, lors du premier tome, où Ned comptait que, à la fin de la bataille du Trident, on apporta à lui et à Robert Barristan Selmy, l'ancien commandant de la garde royale, et c'est Roose Bolton qui pressait afin qu'on lui tranche la gorge, ce que Robert refusa, argumentant qu'il ne tuerait pas un homme pour le statut de sa loyauté et de sa bravoure. On comprend donc à peu près quel genre d'homme est ce Roose Bolton. C'est la famille Adams, frère. Alors juste pour finir, Bruce Bolton, dans le tome 1, c'était à lui, je sais pas si tu te rappelles Guillaume, que Robb avait confié sa deuxième armée. Tu sais, il avait scindé son armée en deux. D'un côté, la cavalerie qui irait du côté de Vivzeg libérer la forteresse des mains de Jaime Lannister, et d'autre côté, je crois que c'est l'infanterie qui irait du coup vers Tywin Lannister, et c'est Sir Roose Bolton du coup qui avait été désigné pour diriger l'armée. Ouais. Donc c'est quelqu'un de flippant, mais on sent que dans certaines situations, il peut être très utile. Hein. Ouais. Oui, c'est pas juste quelqu'un de flippant dans le sens il est chelou, il est machin. On sent que c'est aussi comment dire, il a un esprit stratégique. C'est un grand seigneur en fait, mais c'est juste que derrière derrière cet aspect noble, il y a quand même des choses sombres qui se cachent derrière lui quoi. Mais c'est vrai que quand on y pense, je me demande c'était quoi la relation entre Ned et Roose Bolton, parce que tu sens que Ned il s'entendrait pas avec lui quoi. Si toutes ces histoires sont avérées vraies, est-ce qu'il a cherché à aller... Enfin, je veux dire, déjà, on sait que, tu sais, Ned, il avait fait tout le chemin jusqu'à l'île aux ours, là, pour aller châtier Jorah Mormont d'avoir vendu des braconniers. Ouais. Non, mais, je veux dire, si Ned avait entendu ces histoires sur Roose Bolton et que, je sais pas, dans son cachot, on mutilait, voire on torturait des prisonniers, est-ce qu'il serait pas allé le voir pour lui dire, toc, 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 mon gaillard, t'es sur mon territoire, je vais te calmer tout de suite, quoi. Mais je pense que... c'est la maison Bolton, j'ai l'impression que c'est une maison qui inspire la terreur et qui a une certaine mais qui peut être appuyée par une certaine puissance, notamment militaire, et que je pense que Ned, tu sais, il a probablement dû essayer de coexister avec la maison Bolton et de composer avec, et donc il l'a toléré quelque part. Il l'a toléré quelque part parce que je pense que c'était de la politique. Eddard sait faire aussi de la politique. Pas à Port-Réal, visiblement, ça a mal tourné, mais oui, j'imagine qu'il a, parce que Eddard est un homme de paix et bon, il a cherché à maintenir la paix avec eux, quoi, je pense. C'est un peu comme ça que je vois la situation. Au sujet de son bâtard, c'est lui qui inquiète particulièrement Lady Donella Corbois. Alors c'est la première mention qu'on a de lui dans la saga, au par ailleurs, parce que en effet, celui-ci, il est le bâtard donc de Lord Bolton, est en train de masser des hommes à Fort Terreur, mais n'a pas voulu répondre pourquoi quand Lady Corbois lui en a demandé la raison,
prétextant qu'il ne répondrait pas à une femme de ses agissements militaires. On apprend ensuite que Lord Roose Bolton ne l'a jamais reconnu et que personne ne le connaît donc. En effet, le bâtard avait vécu avec sa mère jusqu'au jour où le fils et héritier de Roose Bolton mourut il y a 2 années de cela. Roose Bolton ramena alors le bâtard à Fort Terreur et on le décrit comme un sournois de la pire espèce, surtout qu'il a à ses côtés un homme encore plus cruel que lui qu'il a baptisé Schlang. Un tas d'histoires courent sur eux, comme le fait que Schlang, d'où son nom, ne se baigne jamais, qu'il chasse avec le bâtard, mais pas des animaux. On comprend que ce sont des hommes et des femmes qu'il s'amuse à chasser. Et pire encore, maintenant, Lady Denella Corbois a appris que le bâtard s'intéressait à ses terres. Roderick Cassel la rassura, lui expliquant que le bâtard regretterait amèrement s'il cherchait l'envie de se les adjurer, mais qu'il serait peut-être plus sage pour elle de se remarier et d'avoir un homme qui pourrait la protéger. Alors du coup, concernant le bâtard, c'est marrant parce qu'on n'a pas son nom en fait. C'est vraiment présenté comme le bâtard et ce qui donne un effet un peu plus mystérieux, un peu plus intriguant quoi. On dit juste le bâtard. Tu sais, il est désigné par sa nature en fait quoi. Bah ouais, ça le rend obscur quoi. Mais c'est vrai que tout ça, toute cette histoire autour du bâtard. Bon, du coup, Guillaume, toi, tu sais qui c'est en ayant vu la série. On sait qu'il va apparaître prochainement. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout son histoire en fait dans la série. Donc ça, pour toi, c'est quelque chose, c'est des choses que t'apprends, je suppose. Mais du coup, pareil, en fait, son introduction n'est pas la même dans la série que dans les livres. Alors, l'introduction que toi t'as dans les livres là actuellement, c'est pas la même que t'as eu de son introduction dans la série. Elle est différente en tout cas. Ouais, différent. Et encore pire que ce bâtard, du coup, il existerait un complice du nom de Schlang qui serait avec lui. Mais c'est terrible parce que en fait, il y a vraiment un côté de là, c'est pas juste de la cruauté, c'est vraiment on dit par exemple qu'il chasse des hommes et des femmes sur leur terre quoi. Il y a vraiment un côté c'est plus que cruel même s'il y a quand même un côté vraiment très sadique et psychopathe hein, clairement. C'est des trucs je me dis mais comment il aurait réagi Ned tu vois s'il était encore là quoi parce que là il avait appris qu'il y avait des chasses à l'homme qui se réalisaient dans le nord ouais. Ouais, c'est pas le genre de truc que que je vois Ned tolérer des chasses à l'homme sur ses terres. Je le vois mal passer ça quand même. Hein. Mais ouais, et surtout qu'on a dit que ce bâtard il serait apparu il y a 2 ans. Hein. Donc ça veut dire que ça avait, je veux dire là, on sait que l'histoire de la, en tout cas on a commencé la saga 1 an auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu une année où ce bâtard il a existé, en tout cas sous l'existence de Ned Stark quoi. Ouais, je sais pas vu comment en plus la vision de la justice de Ned très très stricte hein, très stricte mais quand même il y a une vraie justice quoi. Coup de chasse à l'homme vraiment, pour le coup ça m'interpelle vraiment quoi. Bah, je trouve que c'est vraiment l'événement le plus marquant, en tout cas en termes de cruauté et de vilainie qu'on a eu depuis le début de la saga, quoi. Le truc des chasses à l'homme, ça, quand même un truc quoi, assez flippant. Ouais. On comprend alors que Lady Donella Corbois ne cherche point à se remarier. Elle est trop vieille et par ailleurs ne peut plus avoir d'enfants. Et donc que tous ceux qui cherchent affaire avec elle, Lady Donella le sait, en ont après les terres Corbois, comme Lord Wyman Manderly ou bien Morse Fresher. Alors, concernant Morse Fresher, pour information, il s'agit de Morse Humble, cousin du Largeon Humble, comme nous l'apprennent les appendices. Et Lady Corbois nous le décrit comme un vieil ivrogne, et donc ce Fresher arrive lui aussi à Winterfell un peu plus loin dans le chapitre, en compagnie de son frère Other Pestagoup. Il demande directement la main de Lady Donella lors de son arrivée, et on comprend que Dame Corbois ne s'est point trompée sur son compte en le décrivant. Par la suite, on apprend aussi que Lord Harris Corbois avait engendré un bâtard et que celui-ci a été pris comme pupille par les Glovers de Motte-la-Forêt. En fait, quand je dis tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de name dropping depuis tout à l'heure, mais je me rappelle que c'est un peu ce que je te disais au début du podcast, c'est que tu sens que, Benioff et Weiss, les créateurs de Game of Thrones, ils ont complètement mis sous cloche, en fait tout l'aspect nordien quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont mis 2-3 seigneurs, mais en vrai, il y a une vraie seigneurie nordienne avec des bannerets, etc. Ils sont nombreux. Et en fait, quand tu lis la saga, tu les découvres pratiquement quoi.
Après, franchement, je peux pas. J'ai vraiment du mal à leur en vouloir. Et Ah ouais? ouais, non, ouais, franchement, ouais. Le format est totalement différent. C'est pas les mêmes restrictions. C'est pas le même storytelling. C'est pas pareil. Et quand même, quand j'ai regardé la série après avoir lu le premier tome, franchement, je trouvais que des fois, je trouvais qu'il s'en sortait pas trop mal, quoi. Enfin, c'est très évidemment, je peux pas donner de pourcentage sur ce qui est traité dans la série par rapport au bouquin, mais je me disais quand même, je sentais l'effort, quoi. Mais après, Alors, je suis d'accord avec toi dans le tome 1 qui s'en sort super bien, mais parce que tu sens que le tome 1 retranscrit pratiquement la saison 1, pardon, retranscrit pratiquement tout ce qu'il y a dans le tome 1. Mais dans le tome 2, ouais, c'est vrai que moi j'ai lu que le tome 1 vraiment complètement. C'est vrai que la saison 1, en tout cas, je trouve que c'était vraiment, vraiment bien joué. Et après, si dans la saison 2 quand même, voilà, les bannerais sont juste cités côté court d'une ligne quoi. Ça va pas plus loin. C'est vrai qu'ils sont pas développés. Ils sont pas développés, ça c'est sûr. Mais vraiment, j'ai du mal à leur en vouloir quoi. Chaque fois que je lis un chapitre comme celui-là, je me dis mais euh, le bordel que c'est adapté quoi. Le travail d'adaptation, il est monstrueux. Il est colossal. non, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est parce que je pense, hein, et toi aussi, plus tard, quand tu connais la suite, tu vois quelle importance ont du coup cette politique nordienne, cette apparition des différents seigneurs nordiens et l'importance et le rôle qu'ils vont jouer par la suite. Et tu te dis, mais sachant qu'en fait, quand ils ont commencé la saison, ils savaient déjà où ça allait passer, quoi, où ça allait partir. Mm. Donc tu te dis, mais comment ça se fait ils ont pas pensé à se dire, mais si on n'adapte pas ça, comment ensuite on va traiter les événements qui arrivent par la suite? Ouais. C'est problématique. Donc je reprends. On avait appris que lors de Harris Corbois, donc celui qui est mort lors de la bataille de la Verfure, qu'il avait engendré un bâtard et que celui-ci avait été pris comme pupille par les Glovers de Motte la Forêt. Avant de continuer l'épisode, je voudrais rappeler qu'on a déjà parlé des Glovers à quelques occasions au cours de la saga, étant étant une des principales maisons vassales des Stark. Premièrement, donc Guillaume, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, tout en demandant à Lord Manderly de fortifier les défenses de Blancport, Ned avait aussi ordonné à Galbart Glover de lever 100 archers pour fortifier Moat Cailin. On avait aussi parlé des Glover au moment du souvenir de la Tour de la Joie, car un des 6 hommes qui accompagnaient Ned était Ethan Glover, qui fut l'écuyer du grand frère de Ned, Brandon Stark. Et dernièrement, lors de l'ultime chapitre de Daenerys dont on a parlé, parce que la première femme de Jorah Mormont était une Glover. Concernant le bâtard de Harris Corbois, on apprend dans les appendices qu'il s'appelle Laron Snow, avec le terme générique donc qu'on donne au bâtard du Nord, et que c'est Galbart Glover qui l'a pris comme pupille. Le problème est qu'on ne peut pas laisser hériter ce bâtard de Lord Harris Corbois hérité, car Lady Donella ne le voudrait pas, il n'est pas de son sang, et cela la mettrait hors d'elle. Les Glover arrivèrent aussi peu après à Winterfell. On apprend que, à leur départ de Cartoren, leur fief, Galbart et Robert Glover, son petit frère, avaient laissé le commandement à l'épouse de Robert Glover, qu'on apprend être dans les appendices Lady Cybele Glover. Alors en fait, quand on regarde les appendices, on comprend que même si c'est pas dit explicitement, en fait que Galbart Glover, il a pas de femme et aucun héritier, et donc en fait donc en fait que son héritier direct, c'est son petit frère Robert Glover, qui est marié donc à cette Lady Cybele et avec qui ils ont 2 enfants. Et c'est en fait l'intendant des Glover qui arriva à Winterfell, et Bran comprend très rapidement que c'est lui qui a le pouvoir à Cartoren plutôt que Lady Cybele Glover. L'intendant vante d'ailleurs les mérites du bâtard Corbois, Laron Snow, auprès du maître Lewin et de Roderick Castle. Après ces entrevues, il restait du temps à Bran pour finir la journée, aussi décida-t-il de la finir dans le bois sacré de Winterfell en compagnie de son loup, Été, près de l'arbre cœur où son père Eddard Stark avait l'habitude de prier au niveau du lac. Et une phrase intrigante se glisse dans le chapitre. Je sais pas si tu l'as noté, Guillaume, mais il y a marqué de longs grisets animaient la surface de l'eau. Le reflet du barral en avait des frissons dansants. Nul vent ne soufflait, pourtant. Le phénomène interloque à Bran. On comprend dans la suite du chapitre que c'est parce que Osha la sauvageonne se trouvait dans le lac et y nageait,
mais j'ai personnellement des doutes. Parce que c'est vraiment une phrase qui dénote en fait dans le chapitre. Et le fait que par exemple il est dit que le phénomène interloque à Bran et que c'est en référence au Baral. Moi quand on me dit un truc comme ça, il y a toujours l'impression qu'il y a un truc un peu plus mystique que ce qui nous paraît, Mystique, quoi. exactement. Que déjà avec tous les rêves, les trucs, peut-être que, enfin, on a l'impression que Bran est en train d'établir une connexion quand même avec le mystique, notamment, moi je dirais tout ce qui touche aux anciens dieux, peut-être au Baral. Qui dit Baral dit enfant de la forêt. On commence à avoir un lien qui se crée avec tout ça, doucement. Mm. Pas confirmé encore, mais c'est la sensation que ça donne, quoi. La connexion avec l'arbre cœur. Et de toute façon, on savait déjà que Bran il avait une connexion avec la corneille à trois yeux et qui sera d'ailleurs ajouté à la fin de ce chapitre. Mais du coup, il serait intéressant de noter si la corneille à trois yeux a un lien justement avec les anciens dieux, les Baral, les rêves de loup de Bran, etc. Tu vois. C'est vrai que Bran, il est dans le mysticisme, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a, enfin, tu vois, qui est la corneille à trois yeux, quel est le lien avec les anciens dieux, est-ce qu'ils existent réellement, est-ce que les enfants de la forêt sont toujours de ce monde, tout ça, c'est un peu du l'ordre de l'inconnu pour l'instant. Ils discutèrent, lui et Osha, de pas grand-chose, des blessures qu'elle avait reçues des hommes de la garde de nuit, qu'elle surnommait les corbeaux, du fait que dans la forteresse, les hommes, et surtout Petit Walder, se moquaient d'Odor, mais surtout, elle demanda à Bran s'il faisait toujours des rêves de loup. Celui-ci répondit par la négative, mais Osha sut qu'il mentait. Pour rappel, on avait découvert ses rêves lors du premier chapitre de Bran, de Clash of Kings, et le lecteur devait comprendre que ce n'était pas de simples rêves de loup, mais que Bran entrait dans la peau d'été, son loup, durant le sommeil. Donc voilà, donc les rêves de loup de Bran n'ont pas disparu. Il est toujours En fait, ça me fait penser, tu sais, un peu le truc dans Harry Potter où tu sais, t'as Harry, il entre dans la peau de Nagini quand le serpent il s'infiltre au sein du ministère de la magie dans le tome 5, où vraiment tu tombes dans la peau d'un animal comme ça sans te rendre compte pendant ton sommeil, etc. quoi. J'essaye de repenser à une autre œuvre fantastique qui pourrait. Et ben là, comme ça, moi j'ai l'Assassin Royal où t'as, enfin le héros Fitz, Avec qui a une connexion comme ça avec son loup. avec son chien au départ, Mm. un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais après, ça c'est un Donc, truc, c'est un trop récurrent ça, hein, le truc d'avoir ouais, un c'est un animal. truc. Ouais. Alors, j'avais dit tout à l'heure que les oncles du Lard John, donc Freuchère et Pestagope, arrivèrent à la forteresse un peu plus loin dans le chapitre. Mais donc, avant de continuer les chapitres, on va remettre aussi dans le contexte les Umbles. Alors, les Umbles, il s'agit d'une des principales maisons vassales des Stark, et ils sont dirigés, d'après les appendices, par le Lord John Humble, dit le Lard John, en raison de sa taille et de sa corpulence. C'était cet homme-là qui, pendant une réunion des hommes du Nord, avait défié Robb en dégainant son épée, et auquel s'est ensuite attaqué Vangry, le loup de Robb, en lui arrachant 2 doigts. Le Lard John devint, suite à cet incident, le bras droit de Robb, et d'ailleurs, c'est Catelyn qui, au moment de désigner le commandant de la seconde armée de Robb, le décrivait comme étant trop intrépide, et avait choisi, justement, Roose Bolton à ses dépens. Ce n'est pas encore dit pour l'instant, ni dans le texte, ni dans les appendices, mais les Umbles règnent sur Âtre les Confins, qui se situe tout au nord de la carte, la limite avec le mur, d'où le nom Âtre les Confins. Revenons dans le chapitre. Outre le fait de demander la main de Lady Dawn et la Corbois, les Umbles réclamèrent aussi des bateaux, car les sauvageons descendent de la baie des Phoques et en plus grand nombre que ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils traversent en barque la baie des Phoques, qui se situe juste à l'est d'Âtre les Confins, et déferlent sur leur terre. Les hommes de la garde de nuit situés à Fort-le-Vent ne sont pas assez pour les arrêter, d'après eux, d'où leur demande, surtout que le Lard John Humble a emmené beaucoup d'hommes durant la guerre. Bon, du coup, dans la guerre contre les Lannister. Tout cela fait un peu écho au chapitre de Jon où on apprenait que les villages des sauvageons se vidaient et que plusieurs avaient décidé de venir au sud, comme Osha, par exemple, la sauvageonne.
Donc après, bon, je crois que Roderick Castle, il leur ordonne en fait de collaborer avec les Manderly, hein, pour construire des bateaux, parce que les Manderly, bah, justement, ils veulent construire la flotte maritime, et que une des principales ressources des Umble, c'est leur bois, en fait, vu qu'ils ont de nombreux arbres dans leur forêt. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu paradoxalement, ça a l'air un peu des sauvageons, quoi. Je veux dire, quand tu vois le Freuchère et Pestagop, bon, déjà, rien que leur nom, c'est un nom déjà, tu sens que les surnoms, ils sont, tu vois, quoi, c'est pas des surnoms que tu donnes dans le sud. Mais en plus, les mecs, ça arrive, c'est des mecs assez bourrus, c'est des alcooliques un peu, enfin, voilà, quoi. Et paradoxalement, tu sens qu'ils se rapprochent un peu aussi des sauvageons. Ouais, c'est rustique. La force brute, un peu. Ambiance rustique. Non, ambiance illoise. Ambiance bien, tu vois. Roubaix, quoi. Oh là là, oh la sauce. Toujours, ça se retrouve dans le Nord, ces trucs-là. je veux dire, bizarrement. Oh la dinguerie. Bizarrement, tous les clichés. Non, mais dès que tu parles d'alcool, c'est dans le Nord. Je veux dire, ouais. On va se faire des ennemis. Après toutes ces audiences, le maître Lewin et Roderick Cassel ne peuvent que vanter les mérites de Bran en tant que maître de Winterfell, même si Bran n'y croit guère. Son frère Robb devait épouser une Frey, suite au marché que les Stark avaient passé avec Walder Frey. Robb aurait des enfants avec elle, et ce seraient eux qui dirigeraient ensuite la forteresse antise des Stark. Mais bien des choses pouvaient arriver, selon Roderick Cassel, qui avait épousé 3 femmes, qui lui ont donné que des filles, et pour qui seul Bess Cassel survivait à présent. Roderick avait aussi un frère, Martin Cassel, dont on a déjà parlé. C'était aussi l'un des 6 hommes qui accompagnaient Ned lors de son arrivée à la Tour de la Joie. Et de ce Martin Cassel ne restait plus que Jory Cassel, au début de la saga, malgré les 4 fils qu'il avait engendrés. Et ce Jory Cassel, l'ancien capitaine des gardes de Ned Stark, était à présent mort, tué par le régicide Jaime Lannister au cours du tome 1. Pour continuer, Léobald de Talhart vint aussi à Winterfell. Alors pour replacer les Talhart, c'est une des principales maisons vassales des Stark avec comme fief Cartorent, et ils sont dirigés par Elman Talhart, dont on avait déjà parlé dans le podcast. En effet, c'est l'un des seigneurs, en compagnie de Galbart Glover, que Ned avait choisi, que Ned avait chargé d'aller fortifier la forteresse de Moat Cailin avec 100 archers. En fait, il est pratique ce chapitre parce qu'il replace vraiment énormément, et pratiquement tous ces seigneurs du Nord, quoi. Ouais. Bon, après, faut le travail de se souvenir quand est-ce qu'ils ont été cités, c'est pas, enfin, c'est pas cadeau, quoi. Ouais, c'est vrai que là, ça me fait penser à tous les mots que les auditeurs nous envoient en disant non mais franchement, je suis grave content de vous écouter parce que vraiment, vous faites un travail, enfin, nous deux, du coup, on fait un travail de recherche, de souvenirs, etc. Et vraiment, le travail qu'on finit, il est, je trouve, de qualité pour essayer de replacer tous les éléments qui ont été placés dans le trône de fer, quoi. Ouais. Mais en tout cas, j'imagine le lecteur lambda qui lit, clairement, je suis sûr que largement plus de 95% des gens, voire 99%, je pense 99% des gens qui arrivent à ce chapitre, qui lisent, ils voient des noms qui apparaissent et ils se disent, c'est la première fois qu'on les cite. Genre, ils doivent se dire ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Enfin, c'est une des choses dont je voulais parler, que j'ai oublié, et dont tu viens de me rappeler, et que je voulais placer du coup dans cet épisode. C'est que ce chapitre, c'est exactement le genre de chapitre que je sais avoir zappé à 80% de ma lecture lors de mes premières lectures. Alors typiquement, c'est des noms, il y a tellement de name dropping en fait et de trucs que tu dis ouais, peut-être que j'ai déjà entendu son nom mais je m'en souviens plus et j'ai la flemme d'aller rechercher pour savoir où j'ai déjà entendu ce nom, quoi. Et c'est le genre de chapitre vraiment justement que si t'es pas un lecteur archi attentif ou vraiment qui veut se plonger dans l'œuvre, tu le lis et ça c'est ce qui m'est arrivé, tu lis et puis enfin je veux dire 20 chapitres plus tard t'en as retenu que 10% des informations, quoi. Ouais, clairement. Non mais ça c'est sûr que je pense j'aurais lu le chapitre normal comme tout lecteur, quelqu'un qui dévore un bouquin, tu vois. Il y a plein de noms, je me serais dit c'est la première fois que j'en entends parler, ou des gars qui sont cités, ou même des gens qui citent là, genre ils sont morts et dans ma tête je les ai vus mourir dans le tome 1 et j'ai oublié, quoi. je te jure. J'aurais Cassel, quand tu l'as dit,
Jory Cassel, tu vois, je me suis dit, le nom, il me dit un truc. Après, quand t'as remis le contexte, je me souviens de la scène, tu vois. Je me souviens bien de la scène. Mais, ça revient pas tout de suite, quoi. Ah, grave. Et encore, Jory Cassel, je pense que t'as cité un personnage qui était quand même marquant. Mais tu me dis, par exemple, lors de Harris Corbois, tué lors de la bataille du Bois Murmure, c'est peut-être cité une ou deux fois dans le texte, mais jamais quelqu'un qui lit pas le texte archi attentivement s'en souvient. T'as l'impression que c'est la première fois que tu lis. Et le pire, c'est qu'en fait, tu fais même pas l'effort de t'en rappeler, parce que tu dis, moi, de toute façon, je m'en fous, c'est pas important, quoi. Clairement. Tu dis, ce gars, il est mort. Oui, mais c'est qui moi, tu me parles pas. Moi, si tu. Clairement, le lecteur lambda, enfin, moi, si sans faire ce podcast, tu me parles pas de Lannister, Stark, Baratheon, machin. Nique ta mère, hein, vraiment. Je m'en bats les couilles de ta vie, tu vois. En vrai, mais tu sais que vraiment, c'est exactement ça dont tu parles. Moi, c'était ma réaction lors de ma première lecture. Et c'est vraiment quand je me suis intéressé à l'œuvre et quand j'ai lu tout ce qui... Enfin, en fait, c'est rétrospectivement, après avoir lu le tome 5 et en voyant tout ce qui s'est passé, que tu te dis, waouh, putain, mais le mec, il avait introduit tout ça dès le début, quoi. Et c'est ces petits indices qui ont été placés dans le tome 2 et 3, 4 et machin, et qui servent ensuite, et qui dit, mais en fait, c'est logique. Et c'était visible depuis le début si on y faisait juste un peu attention, quoi. Le problème, c'est que tu te fais tellement pas attention, par exemple, au nom des familles nordiennes, à ceux qui la composent, etc., que en fait, quand il y a des événements qui arrivent, tu te dis ah ouais machin, et en fait, soit tu sais même pas que ça arrive, parce qu'en fait, tu te rappelles même pas de qui on parle ou de leur importance, soit en fait t'as pas du tout fait attention et ça te apparaît comme une énorme surprise, quoi. Alors que c'était logique et que c'était entraîné depuis le début. Mais bon. Donc lors du compromis avec Lord Walder Frey, le seigneur des jumeaux leur avait accordé le passage, ainsi que la majorité de ses hommes, mais en échange, Robb devait laisser à Lord Walder une partie de ses hommes, et Robb choisit Elmen Tallart, donc le seigneur de Cartorrent, pour être à la tête de ceux-ci. Donc d'après les appendices de Clash of Kings, lorsqu'il vint à Winterfell, Léobald de Tallart était le frère cadet de Elmen Tallart. Et Léobald leur parla de son neveu, donc le fils héritier de Elmen Tallart, Benfren Tallart, qui s'était constitué avec de nombreux hommes désirés à la guerre et de combattre une compagnie qui était dénommée les Bouquins Sauvages. Roderick Cassel les rappela à l'ordre, leur ordonnant de rester à Cartorrent, défendre les terres. Si Robb avait besoin de plus d'hommes, il les rappellerait. De plus, Léobald aborde avec lui la question de Lady Corbois, lui-même étant marié à une Corbois, d'après les appendices, Lady Berena Corbois, qui était la propre sœur du feu Lord Harris Corbois. Ils avaient un fils, Beren Tallart, Corbois par sa mère, comme on vient de le dire, que peut-être Lady Donna Corbois souhaiterait adopter afin qu'il prenne le nom Corbois et peut-être en faire son héritier. Là aussi, on répondit à Léobald Tallart qu'on soumettrait la question à Robb. Si bien que pratiquement toutes les maisons vassales des Stark se manifestèrent à Bran par tout moyen possible, à l'exception notable des Reed et des Serwyn. Alors, concernant les Reed, le maître des Palus, Holland Reed, seigneur de Grisot, d'après les appendices, la demeure des Reed dans le Neck, n'avait pas mis les pieds en dehors du Neck depuis une éternité, disait-on. On a déjà évidemment parlé de lui dans le podcast, car c'est un des 6 hommes qui accompagnait Ned à la Tour de la Joie, combattre les 3 gardes royaux d'Eris le Fou, mais surtout, c'est le seul survivant de cet affrontement à présent que Ned est mort. Lui seul sait à présent ce qu'il s'est passé à la Tour de la Joie. Alors là, je peux te dire, là tu sens que si tu... lui, il va avoir une importance capitale. Ouais. Toi, tu penses quoi par rapport à Holland Reed, justement parce que c'est vrai que tu te dis, mais... Enfin, Martin, c'est une torture de pas le faire apparaître pour l'instant de la saga, alors que... Enfin, on a l'impression que c'est lui qui a toutes les informations qu'on veut trouver, quoi. Et surtout que... je veux dire, Robb, il se trouvait juste à côté du Neck. Pourquoi le mec, il sort pas de son Neck pour... tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, tu sais... c'est un peu comme ça que j'ai envie de le voir, que j'ai envie de l'interpréter, mais... j'imagine un peu comme si ce qu'il avait vu à la Tour de la Joie, c'était quelque chose... c'était un secret, c'est un secret, mais un secret tellement difficile à garder et tellement important à garder aussi,
qui s'est reclus un peu en mode ermitage et qu'il s'est un peu exclu du monde, tu sais, qui reste dans son deck, il bouge pas, et que son rôle à jouer, et que son but dans la vie et son rôle à jouer dans la vie, c'est garder ce secret, tu vois. Et garder le silence. C'est un peu je le vois un peu comme si son but dans la vie, c'était, enfin, c'est respecter son vœu de silence. Bon, en tout cas, ce secret, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on a déjà théorisé, ce serait le fait que justement la Tour de la Joie s'y serait trouvée Lyanna. Enfin, ça, on le sait que Lyanna Stark s'y trouvait, et donc du coup qu'elle aurait accouché là-bas de Jon, qui serait né de sa liaison, en tout cas possible liaison avec Rhaegar Targaryen. Et donc du coup que Olandrid aurait gardé le secret avec Ned toutes ces années. Parce que maintenant que Ned est mort, c'est le seul possesseur en fait de ce secret, quoi. Mais en vérité, comme tu l'as dit, si par exemple il a, et c'est possible, hein, qu'il a juré à Ned de n'en parler à personne en revenant de la Tour de la Joie et en étant le seul survivant avec lui, que maintenant ils sentent un peu reclus, quoi, et qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veuillent pas comment dire, se confier à la société de par ce secret, mais aussi de par sa nature, quoi. Et que, en gros, enfin, et même que garder ce secret, si c'est vraiment ça, en fait, c'est un rôle, on peut se dire, ouais, mais il a pas que ça à foutre, que dédier sa vie à garder secret, bah, si, parce que, en fait, révéler ce secret, c'est foutre le royaume à feu et à sang, quoi. Entre genre, tu remets en question l'héritage Targaryen, enfin, tu remets en question beaucoup de choses, quand même. Donc, tu remets même en question un peu la légitimité de la rébellion de Robert. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ce Olandrid, maintenant, c'est un homme très mystérieux dont on n'a pas, en fait, même pas entendu parler. Hein. On sait juste, avec les souvenirs de Ned qui était présent avec lui à la Tour de la Joie, et que c'est un paludier, mais sinon, aucune information, quoi. Mais pourtant, c'est peut-être un des hommes les plus importants de la saga qu'on a à nos dispositions. Ouais, c'est possible. On avait aussi déjà parlé des Serwyn dans le podcast, parce que en effet, c'est une des principales maisons vassales des Stark, et Lord Major Serwyn avait rejoint l'Host de Robb à Winterfell. Le problème, c'était que Lord Major Serwyn s'était fait capturer lors de la bataille de la Verfurque, et c'est son fils de 14 ans, Clay Serwyn, qui se présenta à Winterfell. Clay Serwyn était un bon ami de Bran, et le nouveau maître l'accueillit avec plaisir. Mais lorsque Clay évoqua la lettre, dont Bran n'avait pas encore connaissance, que Stannis avait envoyée à tout le royaume, hein, qu'il se proclamait roi et clamait l'inceste entre Jaime et Cersei, à leur mention, Bran chancela et eut un malaise. Le soir même, la corneille à 3 œufs lui parla dans ses rêves, toujours avec la même rengaine, « Vol ou mer !» tout en lui becquettant les yeux et le front. Bran revit la scène où un homme doré le faisait chuter de la tour, après lui avoir susurré « Ce que me fait faire l'amour, quand même ». Donc, ça, on avait déjà cette notion, je sais plus à quel moment, que la corneille à 3 yeux, à chaque fois que Bran avait ce souvenir de Jaime le poussant, le picorait pour qu'il ne se souvienne plus, en fait. On va dire qu'à chaque fois que Bran se remémorait ce moment, elle l'attaquait pour qu'en fait je crois que c'était même dit textuellement qu'il laisse ce souvenir de côté et qu'il avance parce qu'il avait d'autres choses à gérer, quoi. Donc en fait quand j'ai lu cette scène, je me suis dit que c'était un peu déjà vu, que ça servait pas à grand chose de le remettre parce qu'on avait déjà eu ce moment. Je me rappelle plus exactement où, mais je sais qu'on avait déjà eu un moment à peu près semblable. Donc c'est pas quelque chose qui apporte foncièrement à l'histoire, mais on le rappelle toujours que voilà, la corneille à 3 yeux, elle veut vraiment que Bran laisse ce souvenir de côté et puis qu'il avance dans un rôle dont on ne sait pas encore la consistance. Voilà, on a fini pour ce chapitre. Assez consistant, par ailleurs. Ouais. Il y a des choses à dire. on avait des choses à dire. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a plu de nous écouter, que, en tout cas, si vous avez lu ce chapitre et que vous n'avez pas très bien compris, en tout cas, et je sais aussi qu'il y a plein de gens maintenant qui nous écoutent sans avoir lu le chapitre, mais qui veulent juste suivre l'histoire avec nous, que ça a été assez clair et synthétique. En tout cas, synthétique, je sais pas, mais clair, j'espère.
Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un chapitre de Tyrion. On vient au personnage préféré de Guillaume. Yes. Voilà. Il va nous sortir. Il va nous faire une masterclass Tyrion, tu vois. Donc toujours le même discours, hein, les réseaux sociaux, les commentaires, les messages, etc. Nous on apprécie votre retour. Bah, surtout que vous venez d'entendre juste avant l'épisode avec Charlotte, qui était assez cool. Donc voilà. Et on vous souhaite une bonne semaine et puis à la prochaine. À la prochaine.